Deuxième partie de cette émission dans Immédiat, l'émission Témoin, avec Philippe Montlaurent aujourd'hui. Philippe, nous en étions à cette approche, en tout cas du chamanisme, avec tout ce qui peut graviter autour. Cette femme que tu regardes, que tu rencontres dans le cadre de ton travail, qui joue un rôle mais fondamental, Ouais. qui t'ouvre justement au livre de Carlos Castaneda, au monde des énergies, t'invite à pratiquer le yoga. Et en même temps de ta vie personnelle, où finalement la découverte de qui tu es, de ce monde sur lequel pour le coup tu peux arriver de plus en plus à mettre des mots, à arriver à une certaine compréhension, amène une certaine distance avec ta femme. Enfin, en tout cas, c'est la conclusion auquel j'arrive. Donc, vous restez 6-7 ans au sein de cette maison. Comment se passe, je dirais, ton rapport aux enfants quand ils grandissent, deux jumeaux, de surcroît, deux garçons? Comment ça se passe ton rapport à la vie de père? Bah, avec eux, je dirais bien, parce que justement, je dirais pour moi, j'avais même envie de divorcer plus tôt, et c'est moi qui ai pris la décision d'attendre qu'ils aient au moins 9 ans, 10 ans, qu'ils commencent à avoir un peu de discernement, à comprendre qu'on ait fait des choses ensemble, pour qu'ils puissent se rappeler effectivement de ce que j'ai pu effectivement leur transmettre, leur apprendre, ne pas refaire le schéma, si on peut dire, de mon père un peu différent. Et voilà, je voulais effectivement qu'ils se rappellent. Donc je suis resté effectivement jusqu'à temps que j'estime effectivement le temps nécessaire, et que moi j'ai dit stop, c'est bon. Voilà. Comment, au regard des perceptions qui sont les tiennes et justement de cette invitation très tôt que tu as eue d'être à l'écoute de tes ressentis, dans quelle mesure tu les as sensibilisés à ça? Dans quelle mesure tu as pu les préserver, si je puis dire, des conditionnements, des barrières, la manière dont on se verrouille de nos ressentis, de nos émotions? Bah, disons que là, justement, je leur ai tout le temps appris, et on peut dire de ressentir, effectivement, de ne pas bloquer. Par contre, de garder pour l'instant ça pour eux. S'il y avait des questions, qu'on en parle, qu'on en discute, etc. Mais de ne pas justement le dire aux autres, parce que ça les dérangeait, ça les perturbait, surtout étant enfant. Euh, donc je leur ai dit non, non, vous gardez ça plus tard. Et même là encore maintenant, je leur dis pour l'instant essayez de travailler, d'avoir un boulot, et vous verrez plus tard, quoi. Mais voilà, continuer effectivement de ressentir, de voir ce qui se passe, de machin, sans nier les choses, simplement de les mettre de côté. Comment s'est développé ton entrée dans le yoga? Est-ce que dès les premières séances, tu ressens tout de suite comment circulent les énergies? Est-ce que tu vois tout de suite les bénéfices qu'il peut y avoir à pratiquer le yoga? Non, pas tout de suite, parce que vu que je venais là du rugby, où justement j'avais été un peu entre guillemets matraqué, un peu endurci, il m'a fallu un peu de temps pour effectivement ressentir effectivement mon corps. Parce que ressentir ce qu'il y avait autour de moi, les énergies, ça allait, mais ressentir mon propre corps, ça c'était plus dur, quoi. Dans la subtilité, tu veux dire? Oui, oui. Et que du coup, ça a mis un petit bout de temps, mais Un petit bout de temps, c'est quoi pour toi? un petit bout de temps, c'est 1 an ou 2, quoi. Et que par contre, je sentais qu'effectivement, au fur et à mesure que je pratiquais, qu'il y avait du mieux. Je sentais effectivement, voilà, je sentais qu'il y avait des choses qui se passaient, quoi. Même si j'étais pas forcément capable de pouvoir mettre des mots tout de suite, je sentais qu'il y avait des choses qui se passaient, et voilà, que ça avançait. Et après, voilà, sentir qu'effectivement l'énergie circulait, etc. Qu'est-ce qui était important pour ton enseignant, ton maître? Euh, Parce qu'apparemment, il avait l'air de faire circuler le chi, de savoir le Ouais, manipuler. ouais, ouais. Et apparemment, un homme discret qui n'en parlait pas. Mm. Euh, Qu'est-ce qu'il dégageait pour toi? C'était qui cet homme? Pour moi, je dirais ça fait un peu comme, on va dire, mon prof de judo. C'était pareil, c'était des personnes pareilles qui étaient, c'était des hommes euh, qui étaient présents, qui étaient là,
qui montent, enfin, ils montraient pas, mais on sentait qu'ils avaient de la puissance, mais qu'ils avaient quand même un côté humain respectueux et respecté, quoi. Ça marchait dans les deux sens, quoi. Et je trouvais ça super, quoi. Est-ce que tu as eu l'occasion d'avoir des échanges, des soirées avec eux, des dîners Un petit peu, avec le prof de yoga, c'était un peu dur parce que j'étais jeune, moi, par rapport à tous les autres. J'étais un des plus jeunes. Et que du coup, voilà, il était très pris par. Mais le peu qu'on a pu échanger, c'était génial, quoi. Il m'a dit effectivement de continuer dans cette voie-là, etc., quoi. T'avais quoi alors, 25, 26 ans quand tu t'es lancé là-dedans? Et c'était en quelle année? 25, 26 ans, il y a 30 ans maintenant? Ouais, c'était en 80. Ouais. Donc vers les années 80. 82, 80, 80, ouais. ça, ouais. Ouais, le yoga était quand même reconnu déjà d'un point de vue médiatique, on en parlait quand même pas mal. Donc, par contre, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup d'hommes à l'époque, dans les années 80, qui pratiquaient le yoga, peut-être plus de femmes, proportionnellement. Ouais. Toujours. Hein. Là, je vois même toujours, maintenant, même là, j'enseigne, c'est pareil, il y a toujours beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et les hommes, c'est vraiment en minorité, quoi. Pourquoi être resté à faire du yoga? C'est-à-dire, s'il t'a fallu 1 an et demi, 2 ans pour commencer à vraiment sentir ce qui te traversait, les énergies qui te traversaient, toi qui venais justement du rugby, comme tu me l'as dit un peu en souriant tout à l'heure, ah ouais, attends, tu veux que j'aille vers le yoga, mais c'est que ça, bon, c'est très doux, c'est des postures. Là aussi, on apprend à la respiration, comme l'orthophoniste avait appris à respirer dans des postures. Pourquoi d'y être resté? Parce que je dirais que ça m'a ouvert beaucoup de choses justement sur la respiration, pouvoir se calmer, mais pouvoir en même temps, on se calme, pouvoir maîtriser effectivement sa respiration, mais maîtriser aussi sa puissance. C'est-à-dire que, comme je te disais tout à l'heure, avec la maison, on était dans les travaux, ça m'aidait aussi effectivement à pouvoir déplacer des choses qui sont énormes, quoi. Des trucs de 150, 200 kilos, je les déplaçais, quoi. Donc du coup, c'est savoir maîtriser, prendre le temps pour pouvoir mettre en place quelque chose sans effectivement se blesser et se... Juste par rapport à ça, là, tu voyais un intérêt par rapport à tes travaux dans la maison et ça te suffisait pour... Et après, ça a été après où effectivement ça a été plus la conscience. Où effectivement là, la conscience a commencé entre guillemets à s'ouvrir doucement. Mais là, après, c'est un gros vide, encore une fois, quoi. La conscience, après, à qui tu vas parler de quelque chose, là c'est encore... ça a été un grand vide, quoi. Et ça, c'est plus, encore une fois, beaucoup plus tard encore, que ça vient toujours en rencontrant des personnes, quoi. Et qui... Après, voilà, encore une fois, tout le temps, les personnes, en général, la plupart des gens lisent. On dit, tiens, il y a ça, tel bouquin à lire. Bon, voilà, alors j'essaye de lire. Je lis des fois des mots, des paragraphes, mais, en diagonale, quoi. En diagonale, quoi. Moi, c'est plus, effectivement, comme je dis tout le temps, par le ressenti, par le vécu. Pour moi, c'est plus parlant, quoi. Et donc après, voilà, ça a été des choses un peu particulières, un peu bizarres, où un jour ma soeur me dit tiens, il y a Maryse, notre amie, qui est dans le coma. Je dis attends, et puis elle est au boulot, on me dit elle est à l'hôpital à Évry, comme j'habitais à Évry, c'était à côté. Il dit si tu peux aller la voir, et hop, puis elle raccroche. Puis j'étais là, cogite toute l'après-midi, et alors je vais faire quoi? Qu'est-ce que bon. Je dis bon, si elle m'a appelé, d'avoir quelque chose à faire, quoi. Donc je décide effectivement d'aller à l'hôpital. J'arrive là-bas, ils me disent vous êtes de la famille? Bah, je dis oui, évidemment, c'était une martiniquaise. Bon, la famille, oui, bien sûr. Et j'arrive, et donc là, on te met effectivement le truc sur la tête, la blouse, le bordel. Elle avait effectivement le monitoring, le machin et tout, était branché. Puis je passe et bon, bah oui, je suis là, qu'est-ce que je fais? Bon, puis je passe mes mains comme ça au-dessus pour voir, ressentir, justement.
Et puis je me dirige vers ses pieds, je mets les mains sur ses pieds, j'attrape ses pieds et il m'ouvre les yeux. Alors là, putain, j'ai eu le palpitant à fond la caisse. Je suis sorti de la chambre. Et là, je me suis assis par terre. Alors là, bizarrement, je me suis retourné justement, on va dire, vers Dieu, tu vois, en lui demandant putain de l'aide parce que là, j'en pouvais plus. Je savais pas ce que je devais faire, quoi. C'était... J'ai attendu qu'effectivement mon cœur se calme, que je redescende dans les émotions, etc., que ça soit calme. Je suis revenu dans la chambre. Donc là, je restais au pied, j'attendais. Je savais ce qu'allait se passer du coup. Donc je remets mes mains sur ses pieds. Elle m'ouvre les yeux encore une deuxième fois. Je la regarde dans les yeux fixement. Puis, je sais pas, ça a duré 1 minute, 2, je sais Elle pas. était dans le coma? Ouais. Ah oui, le monitoring, c'était... Elle m'ouvre les yeux, j'attends. Elle referme les yeux. Puis là, j'ai été un moment avec du blanc comme ça, pas trop savoir. Je suis parti. Et puis, au fur et à mesure, comme si ça se mettait en route. Comme s'il y avait... Donc, je vais voir ses parents. Puis je lui dis, mais vous avez dit que... Donc, elle avait un fils. Je lui dis, vous avez dit qu'elle était dans... Ah non, on n'y a pas dit. À l'enfant, à l'enfant, à son fils. Ah non, on lui a dit qu'elle était partie en voyage pour le boulot et puis qu'elle allait revenir et tout. Je dis, ah non, là, faut lui dire, quoi. Elle dit, ouais, mais comment... Elle dit, ouais, mais tant qu'il l'aura pas vu, elle se réveillera pas. elle se réveillera pas, elle sera comme ça, quoi. Bon, donc après, voilà. Je dirais, moi, c'est le message que j'ai délivré, c'est, je dirais, le message que j'ai reçu. Et puis, ils ont attendu, et comment on va faire, ils ont pris le temps un petit peu. Ils ont pris, on va dire, 3-4 jours. Puis donc, ils l'ont dit, ils l'ont emmené. Puis une fois que le gamin est venu voir sa mère, sa mère est partie. Après, c'était... Partie dans le sens définitivement. Voilà, c'est fini, voilà. Donc, ça fait un peu drôle. Ouais, d'accord. Et après, j'en ai eu plusieurs des expériences comme ça. Ah bon? Ah ouais. Donc, tu veux dire d'accompagnement aux personnes au seuil? Ouais. Une copine que j'avais vue 2 jours avant, et que j'avais l'habitude de Fréquenter, de voir. Hein. Je connaissais, elle avait 3 filles, pareil. Et puis un jour, donc une de ses filles m'appelle, elle me dit, ouais maman, je dis, attends, mais je dis, depuis quand? Elle me dit, ça fait, je sais plus, 2 ou 3 jours. Je dis, putain, mais attends, mais pourquoi tu m'as pas dit avant? On trouvait pas ton numéro, on savait pas. Je dis, bon, je vais la voir. Et puis là, pareil, je reste un moment avec elle. Puis là, pareil, j'ai eu le message, quoi. Donc, je suis retourné les voir. Puis je leur ai dit, mais vous avez été la voir? Elle fait, oui, moi j'ai été la voir moi je vais la voir demain. Je dis, non, vous allez la voir toutes les 3 en même temps. Vous dites à la plus petite, vous dites à votre mère que la plus petite, vous allez vous en occuper, vous allez la garder, etc. Vous allez en prendre soin, etc. Ok. Donc elles ont été, le lendemain, elles allaient la voir toutes les 3. Et puis moi je suis repassé le lendemain. Et le lendemain, c'était fini. Et elles sont repassées après, elle dit, ça y est, elle est décédée. Moi je le savais, quoi, mais bon. Oui, d'accord. Si j'entends là le point commun avec l'autre histoire, c'est que tu sais ce qui empêche l'autre de partir. Voilà. Et en fait, tu étais là pour permettre effectivement, le passage aussi bien pour la famille restante que pour le parent qui est sur le point de partir l'âme en paix, si on peut dire. Voilà, donc ça fait drôle, ça. Ouais. Après, au bout d'un moment, tu te dis, j'aimerais bien que ça soit autre chose que ça. En même temps, c'est nécessaire de faire passer les âmes de l'autre côté ou d'aider à faire en sorte qu'elles soient plus légères possible pour aller de l'autre côté, c'est important. Et ce qui est intéressant dans ton histoire, tu vois, c'est que c'est encore une fois à travers l'expérience, tu es confronté à ça et tu notes des points communs avec ces différentes expériences. Quand tu parles de messages, tu pourrais développer, ça serait quel genre, qu'est-ce que tu pourrais dire de ce que tu reçois? C'est très variable, parce qu'effectivement, je dirais c'est plus, comment on peut dire, comme une pensée, quoi, en fait. C'est pas forcément une image, parce qu'il y en a, ça va être des images, il y en a, ça va être vraiment comme des paroles qui suivent, un truc. Moi, c'est plus comme une pensée, quoi.
Mais ça m'est arrivé d'avoir des images aussi. Donc c'est Le c'est lien variable. avec le chamanisme dans cette histoire, euh, parce que Je j'ai dirais parce que précisé, pour l'instant, je dirais jusqu'à présent avec le yoga et tout, c'était assez. C'est surtout, je dirais plutôt, ça m'emmenait en haut, quoi. Ça me faisait décoller. le chamanisme, Non, le yoga, le tous yoga. les trucs, Ah ouais, etc. Ça me faisait plutôt décoller. Donc en fin de compte, il fallait plutôt, même après avec le yoga, que j'essaye de garder les pieds sur terre, descendre. Et du coup, avec le chamanisme, c'est plus effectivement ce qui va me manquer, ce qui va m'aider effectivement à rester. Que c'est plus je vais avoir les pieds sur terre, comme on dit, bah, plus tu peux effectivement aller là-haut, quoi. monter, ouais. Parce que ça peut paraître étonnant, vu que le yoga, c'est s'éprouver dans son corps et faire circuler les énergies dans son corps. Donc on peut penser justement que là, il ne s'agit pas d'être fly, mais de vraiment bien... Ouais, mais alors je dirais peut-être que par mon expérience d'NDE, j'ai qu'une envie, moi, c'est d'y aller là-haut. Donc, même encore maintenant. ah ouais. Ah ouais, là je sais que maintenant, je dirais, moi j'ai un accident, un truc, si ça doit arriver, mais j'y vais, hein, je dirais même, je dirais la dernière personne que j'ai accompagnée, c'est mon père. Et je lui disais, mais, attends, mais va vers la lumière, quoi, vas-y. Mais lui, par contre, il voulait pas lâcher, quoi. Mais Là aussi, tu étais à l'hôpital. ouais, ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Tu dis qu'il ne voulait pas lâcher, mais il a fini par le Parce faire. que, c'était pas. euh, je dirais, lui, il était à vouloir, comme il y avait sa femme, il voulait tout le temps rester avec sa femme, l'aider, etc. Aller jusque, et que pour lui, c'était Elle le laissait seul. nécessaire, enfin, là, de la laisser là, de nous laisser nous. Il y avait à l'époque ses petits-enfants, donc mes fils. Donc du coup, tout ça faisait que, comme maladie, c'était Alzheimer, donc Ouais. il voulait pas. Et qu'est-ce qui a fait que? Bah, au bout d'un moment, à force de lui parler, à force de lui dire, quoi. Je reviens sur le chamanisme. Mm. Au-delà de la découverte via Carlos Castaneda, des expériences, exercices, expériences que tu fais via le livre. euh, En France, je dirais le néo-chamanisme ou le chamanisme est relativement récent. Il a Mm. commencé à s'ouvrir il y a quoi, 10 ans Mhm. approximativement. Bon, il était déjà là, déjà de tout temps, mais en tout cas en France, dans les pays occidentaux, il y a eu une ouverture qui s'est faite de plus en plus présente. Maintenant, on parle de plus en plus des peuples Mm. premiers, sans pour autant lier au chamanisme, mais c'est vrai que l'animisme ou la connexion avec le monde des esprits, où on parle de la mère Terre, Mm. et à l'heure actuelle, il y a cette reconnaissance dans certains pays d'Amérique du Sud, où la planète est considérée comme une entité à part entière, et il y a des nouvelles chartes dans les constitutions qui prennent en considération ce genre de choses. Donc même si entre les paroles, les écrits et les actes, il y a, on va dire, encore une incohérence, en tout cas de plus en plus, on tend vers ça. Maintenant, comme je l'ai précisé durant la première partie de l'émission, tu es homme-feu. Donc ce qui m'intéresserait, c'est de savoir comment l'ouverture s'est faite de plus en plus vers ce domaine-là, comment tu as été amené à rencontrer les gens, parce que même si on s'intéresse au chamanisme, le réseau est relativement restreint. Pour les découvrir, ces personnes-là, il faut avoir les bons noms ou le hasard, entre guillemets, qui n'existe pas pour les rencontrer. Donc Mm. comment ça s'opère pour toi? Encore une femme, Elles ont été vraiment importantes, hein, dans très ta vie. importante, tout le temps, dans tous les sens, quoi. Et donc c'est elle qui m'emmène effectivement, parce qu'elle a une copine qui a essayé, qui a fait déjà une sweat lodge. Donc on a fait une, et elle dit tiens, est-ce que ça te dit? Bah ouais. Cette même femme ou une autre? Non, cette même femme. Encore? Ah non, 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 pardon. Non, non, une autre. Oui, oui, non, non, pas la même. Oui, oui, non, non, une autre femme. Qui j'ai partagé, enfin on a partagé ensemble Un moment de vie? un moment de vie, quoi. Et donc du coup, elle me dit tiens, on peut essayer. Je dis ouais, on va voir, quoi. Bon, on fait un essai, on rentre dans la sweat, etc. Alors, est-ce que tu peux spécifier déjà ce que c'est qu'une sweat lodge? Alors une sweat lodge, on va dire, c'est une hutte de sudation.
Donc c'est un endroit qui est complètement fermé, qui est clos. Il y a juste une porte qu'on va ouvrir, qui n'est pas vraiment une porte, c'est des couvertures, c'est des trucs qui sont posés dessus. Et on fait chauffer effectivement dans une ligne opposée, si on prend une droite. D'un côté on a la Suède, de l'autre côté on va avoir le feu. On prépare donc des morceaux de bois, on met des pierres dessus, on fait chauffer ces pierres, et après on va rentrer ces pierres à l'intérieur. Donc les pierres sont rouges, sont chaudes, on ferme la porte. Et effectivement à l'intérieur, après on va saluer, honorer les directions, les ancêtres, parce que pour les Amérindiens, les pierres c'est les grands-mères, donc les ancêtres, et qui vont nous guider, qui vont nous aider à comprendre, encore une fois, des choses de notre vie, de ce monde, avec les esprits de la nature, quoi. Et donc là, au moment où je découvre un peu ce truc-là, bon, c'est vrai que... Est-ce que tu avais eu les explications que tu viens de nous donner? Non, pas tout. Non, je les ai eues après, plus tard, quoi. Mais effectivement, il faisait chaud. Par contre, le truc que j'ai trouvé génial, c'était de voir ces pierres chaudes devant. C'était vraiment super, quoi. Et effectivement, là, je dirais, je vois, voilà, il y a des choses, des formes qu'on peut voir. Et je dirais là, c'était plus après moi l'énergie, ce que je ressentais. Parce que là, on est complètement dans le noir. En plus, on voit rien du tout. Donc, c'est vraiment par le ressenti. Et là, je dirais, le chaman qui était là, qui guidait, je sentais effectivement des énergies, je sentais des trucs qui se passaient, quoi. Après, je savais pas trop ce que ça allait donner, ce qui se passait, quoi. Mais après, quand tu ressors de là, c'est derrière, comme si c'était, on va dire, une renaissance, quoi. Parce qu'en même temps, c'est presque la même chose, hein. Symboliquement, le ventre de la mer, hein. C'est le ventre de la mer, et on en ressort, on est mouillé, justement, trempé. Donc, voilà, quoi, et donc, on continue, on le suit, parce qu'en même temps, il nous explique effectivement des choses sur le chamanisme, sur comment ça se place, et surtout, en même temps, il va nous parler de nous et de notre mental, de notre psyché, comment elle va se développer en fonction de notre vécu ou de ce qui nous arrive, quoi. Donc là, super intéressant, là ça me plaît bien. Donc du coup, je suis vraiment intéressé de continuer, de le suivre. Ça remonte à la première fois, c'était quand alors? La première fois, ça devait être en 2009, je crois. Et donc du coup, voilà, on continue. De 2010, parce que Donc tu veux dire que tu en fais régulièrement à ah nouveau? ouais, après, à chaque fois qu'il venait en France, à chaque fois... C'était qui? on Tu allait peux voir. nous le dire qui c'était ou pas? Je lui ai pas posé la question, après je sais pas si... Il était amérindien? Non, il n'est pas amérindien, justement, il est assez mitigé dans sa culture, parce qu'en même temps, il a été effectivement, il a passé du temps avec les Amérindiens là-bas pour apprendre, mais en même temps, il a passé du temps aussi avec des moines tibétains dans sa pratique, et il a aussi un maître, il a eu un maître indonésien. Donc on se rapproche un peu là de la culture indienne au sens yoga. Et ce qui me plaît bien justement avec lui, c'est ça, c'est aussi ce mélange de culture, et de faire un lien toujours entre, on va dire, Qu'est-ce qui relie ces différentes cultures? voilà, hein. Qu'est-ce qui relie ces différentes Voilà, cultures? ces différentes cultures, les énergies, la nature, et tous ces trucs-là, quoi. Et ça, c'est un truc qui, moi déjà, je m'étais interrogé quand je faisais du yoga, commencer à lire aussi des livres de yoga, et où là, des fois c'est un peu hard, un peu compliqué, entre Shiva, à comprendre, les brahmanes, les réincarnations, tout ça, enfin bon, c'était un peu... Et du coup, voilà, là ça devient un peu plus clair. Et du coup, donc on continue à le suivre. Et puis, donc 2010, première danse, danse de prière. Et donc là, je me trouve à l'extérieur. Donc on voit
tous les habitués, si on peut dire, qui le suivaient depuis des années qui venaient. Et là, pareil, donc je me sentais un peu exclu parce que j'étais à l'extérieur du cercle, hein, j'étais pas avec eux. Mais du coup, tu sens effectivement cette puissance à l'intérieur, tu sens cette énergie, tu sens beaucoup de choses. J'ai dit waouh, et là ça me plaisait, et du coup j'ai dit il faut que je continue, la prochaine fois je serai à l'intérieur. Et j'ai continué comme ça. Après ça a été quête de vision, donc quête de vision, voir un peu ce que ça donne. Donc intéressant. C'est quoi? Donc là, c'est effectivement, on part, t'es 4 jours tout seul dans la montagne avec un sac de couchage. En France? En France, oui, oui. Et donc on a 1,5 litre ou 2 litres d'eau et t'es tout seul, t'as ton cercle, tu choisis l'endroit et tu restes à l'intérieur de ton cercle et tu ne dois pas bouger. Alors moi au départ quand il m'a dit ça, je dis super, je vais pouvoir faire du yoga, méditer. Non, tu médites pas, tu fais pas de yoga, tu chantes pas. Oh putain, c'est dur. Donc du coup c'est juste effectivement de rester avec soi et de pouvoir entre guillemets, je dirais, contacter ce vide, ce grand tout qui est autour de nous, mais sentir que c'est à travers le vide que justement des choses qui vont se passer, ou c'est le vide qui va se remplir, quoi. C'est le vide du vide dont tout émerge. Ouais. Et de comprendre que l'on est ce vide. Que l'on est ce vide et qu'on est partie de ça, quoi. Et que plus on est en contact avec ça, plus effectivement on va pouvoir être en connexion et ressentir effectivement les choses, quoi. Durant les 4 jours, tu manges? Pardon? Durant les 4 jours, on mange pas. Il y a juste 1,5 litre d'eau pour 4 jours? Voilà. Et tu pisses, tu chies, excuse-moi. Non, vu que théoriquement tu manges pas. Bon, c'est surtout qu'avant même on se prépare effectivement à diminuer de manger pour pouvoir. Après, on peut faire aussi même des purges avant de partir pour justement ne pas effectivement, comme tu dis, chier. Sinon, tu restes un peu. Donc pendant 4 jours, t'es clean. Voilà. Donc c'est assez ascétique, hein, comme pratique. C'est assez, ouais. Qu'est-ce qui a été le plus difficile durant les 4 jours, enfin les différentes phases peut-être par lesquelles tu es passé, tu te souviens? Oui, le truc qui était assez marrant, c'est parce que moi au départ j'avais prévu de partir très loin dans la montagne en haut, et puis il me dit non, tu restes là, pas loin, tu restes là à côté. Et du coup j'étais resté, et ce qui était marrant, parce que pendant tout le temps qu'on est en quête, il y a du feu qui brûle en permanence. L'énergie justement du feu, et à chaque fois qu'on y préparait les souhaits, qui commençaient à charger le bois et tout, je sentais l'odeur du bois, et je dirais à partir du 2e, 3e jour, quand je sentais l'odeur du bois, ou quand ils remettaient même du bois simplement pour l'alimenter, j'avais cette odeur de bois brûlé. Mais tout de suite, les images, par le manque de nourriture, c'était le barbecue, le trinquet. Donc ça, c'était dur. Mais c'était juste un passage assez marrant, quoi. Mais donc quand on parle de pourquoi quête de vision, c'est-à-dire que tu es censé voir ou percevoir quelque chose? Voilà, encore une fois, chacun va être différent en fonction de trucs. En même temps, comme ça faisait depuis un moment que je faisais du yoga, que je commençais déjà à faire des jeûnes d'1 semaine aux équinoxes, donc du coup 4 jours c'était pas grand chose, quoi. Donc ça allait, quoi. Est-ce qu'on peut dire que tu as eu une révélation par rapport à qui tu es au bout de ces 4 jours? Tu fais 4 jours à l'intérieur de ce cercle, oui, avec une certaine distance du feu. Oui, c'est-à-dire qu'on ne voit pas, on ne voit personne, quoi. Il faut vraiment qu'on soit isolé, faut que visuellement on ne puisse pas voir les gens. Faut vraiment qu'on soit, et même ne pas les entendre non plus, quoi. Et est-ce qu'au bout des 4 jours, tu as une sweat lodge de fait ou Oui, pas? Quand on revient, on a une sweat, oui. D'accord. Ça fait du bien d'ailleurs. Ah ouais. Et donc, oui, alors excuse-moi, je faisais juste une aparté. Oui, est-ce que j'ai eu. Non, je dirais que pour moi, c'est comme si j'avais refait un peu, on va dire, mon NDE, en fait, où j'ai revu ma partie de vie qui se redéroulait en sens inverse, quoi. J'ai reanalysé, j'ai revu une partie des choses, mais c'était plutôt
plutôt ce vide, faire prendre conscience qu'on fait partie de ce vide, quoi. Même si on est là, physiquement, si on est là, on a un corps, on a de la matière, mais on sait très bien que la matière, c'est du vide, quoi. Donc, Et là, tu as le sentiment de l'éprouver physiquement ou c'est juste un concept, une idée? c'est... Pour toi, bien sûr. Hein. Ah oui, bien sûr. Je dirais il y a un peu des deux, mais je dirais c'est plus après. C'est plus, dans un premier temps, c'est plus un concept, on va dire, et c'est plus après les jours suivants, les trucs ou continuons après, que après ça s'affine, que c'est comme si le corps avait pris conscience de ce qui s'était passé, et que du coup, c'est comme si ça émergeait tout doucement, ça remontait, quoi. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous donner ta définition de ce qu'est le chamanisme? Parce que si je te pose cette question, j'ai déjà l'expliqué, ça a son importance. Aujourd'hui, il y a bien entendu l'ayahuasca, et c'est lié au chamanisme, le peyote, bon nombre de tribus amérindiennes au nord comme au sud et ailleurs dans le monde utilisent des psychotropes pour pouvoir atteindre certains états de conscience, pourrait-on dire. Là, dans ce que tu nous en dis, que ce soit la Sweat Lodge ou les quêtes de vision ou d'autres expériences comme ça se font sans, apparemment, hein, en tout cas, je peux peut-être me tromper, sans psychotrope. Ouais, non, sans psychotrope. Et pourtant, la finalité serait, entre guillemets, la même, mais d'une manière naturelle. Oui. Ça, c'est la première chose. Et c'est pour ça que je te demande qu'est-ce que le chamanisme pour toi, parce que tu parlais tout à l'heure de la nature ou des esprits de la nature. Mais j'aimerais que tu approfondisses la question. Pour moi, c'est effectivement d'être en communion avec la nature, avec effectivement tout ce qui nous entoure. Donc c'est aussi bien les arbres, mais aussi bien les rochers, la terre. On pose les pieds sur la terre, l'herbe, les fleurs, les plantes, les insectes. C'est vraiment être en communion avec tout ça et sentir que ce sont des êtres vivants à part entière comme nous. Sauf que nous, on nous a donné le moyen de se déplacer, de parler, de voir, de sentir, de toucher. Et certains, on va dire, êtres vivants de la nature ne peuvent pas bouger, ou ne peuvent pas se déplacer, n'ont pas Dieu. D'autres ont des yeux mais ne peuvent pas communiquer, ou communiquent différemment. Et donc, c'est pour ça que tu parlais des pierres comme étant vivantes. Voilà, parce qu'on va pouvoir rentrer en communion avec, justement, on va pouvoir... c'est simplement... Alors, j'entends quand tu parles de communion, moi ce qui m'intéresserait c'est... de ressentir, on va dire, sinon leur énergie, si on revient, mettons, au style chinois ou yoga, etc. C'est de ressentir l'énergie des choses de la nature, quoi. Et en quoi le fait de les ressentir serait important? Pour moi, c'est plus tu es en communion, plus tu es en accord avec tout ça, plus tu vas pouvoir, encore une fois, t'ouvrir. Donc, ouvrir, ça veut dire faire du vide. Et plus tu vas pouvoir faire du vide, plus l'énergie va pouvoir traverser. L'énergie dans le vide, dans la nature, dans l'espace. Justement, du moment scientifique d'où je viens, on sait bien que ça se déplace. S'il y a effectivement de la matière, ça se bloque, quoi. Donc, voilà. D'accord. Qu'est-ce que revêt, parce que tu parles d'énergie, c'est une chose. Après, dans le chamanisme, tu parlais par exemple des pierres qui pourraient être considérées comme des ancêtres. Tu parlais aussi de certaines directions entre la hutte à sudation et le feu, sa position par rapport aux directions. De même que la structure elle-même de la Sweat est composée de différents niveaux. Chaque chose a son importance. J'aimerais que tu nous précises un petit peu justement ce lien, parce qu'on parle quand même de sacré là.
Mhm. Et quelle est la différence entre le sacré, sous prétexte que c'est créé à travers une souhaite, que j'allais dire tout est symbolique, mais est-ce que c'est juste que du symbole? Est-ce que quand tu nous parles des pierres qui sont vivantes, ce n'est pas uniquement des énergies, c'est ce que tu nous dis, hein, et tu nous as parlé des ancêtres en faisant allusion aux pierres. De l'autre côté, la différence qu'il y aurait ou qu'il y a avec ce qui nous entoure, ce canapé, en quoi il serait entre guillemets moins sacré que ce qui se passe dans le cadre sacré d'une sweat lodge ou d'une quête de vision. Je ne sais pas si ma question est très claire, mais Si, mais après, voilà, je vais te répondre en me disant que pour moi, après, mon canapé, c'est effectivement chose, mais les pierres, admettons, ou là, les bois, les troncs d'arbres qui sont là, qui font la charpente, ont effectivement, ils ont poussé, ils ont une vibration, ils ont des choses. Les pierres, elles viennent effectivement du sol, donc elles émettent effectivement quelque chose. Et ne serait-ce que quand justement je te disais que moi, dans la maison, je voyais les âmes qui traversaient, on va avoir, après ce ressenti, tu vas avoir effectivement les murs, les pierres, ou simplement bah, voilà, le réseau Hartmann, ce n'est que des énergies qui vont bouger en permanence, quoi, qui sont là, qui circulent. Donc le Feng Shui, comme tu disais, ça reprend ces choses-là avec leur façon à eux de le dire, où il y a ce qu'on appelle les ondes de forme. Tu as les couleurs qui émettent, parce qu'on sait très bien qu'une couleur, si elle émet, c'est la vibration de la couleur et pas la couleur par elle-même, c'est l'opposé. Donc c'est tout un ensemble, mais on s'aperçoit que tout revient toujours à la même chose avec des choses différentes. C'est dit différemment par des cultures différentes, mais du coup, c'est tout le temps revenir à la source de la vibration, de l'énergie, du chant. Quand on chante les mantras, quand les moines tibétains, pareil, font des trucs, j'ai passé un moment avec eux, c'est une énergie fabuleuse, quoi. C'est assez génial, quoi. Mais alors, la différence après, entre cet espace sacré et, j'allais dire, en dehors de cet espace. l'espace sacré, je dirais, c'est plus qu'on va on va prendre du temps effectivement pour demander aux énergies de la nature de venir à l'intérieur de cette souhaite pour nous informer, pour nous aider à appréhender mieux ce monde, à mieux comprendre ce qui s'y passe. On peut leur parler, on peut communiquer avec elles, on peut échanger avec elles, on peut être Oui, compris d'elles. oui, mais ça demande encore une fois du temps. Encore une fois, c'est par ce vide, alors c'est vrai que c'est compliqué, c'est assez abstrait, autant je dirais la méditation, alors pareil, ça va rejoindre, je dirais, une partie comme la méditation, quoi. La méditation, moi je vois dans mes cours, t'en as plein, ouais, pourquoi on fait pas de la méditation, et pourquoi tu ferais de la méditation? Mais la méditation, tu peux la faire chez toi. Moi je peux simplement vous aider, vous guider pour vous apprendre, ça on peut dire, mais il y a méditation dans tous les genres, quoi. Dans un premier temps, c'est surtout ressentir ton corps, comment il est en place, et après, qu'est-ce que tu veux y faire passer, quoi. Donc après, il y a tout dans la méditation, tu as la méditation guidée, où les gens vont parler. Moi, dans la relaxation, c'est une sorte de méditation guidée, où je vais leur faire ressentir les organes les uns après les autres, les membres, etc. Donc déjà, pour sentir comment ça circule à l'intérieur. Après la méditation, c'est effectivement être capable de rester en place. Après, donc, on va te dire, théoriquement, la posture, c'est d'être bien vertical, la colonne vertébrale bien droite. Mais on sait très bien que si tu peux pas, si tu es mal, il suffit de t'allonger par terre. Ça sera une autre forme, ça sera différent, mais tu vas recevoir la même chose. C'est simplement, encore une fois, c'est ton mental ne pas être fermé à la position, à ce qui s'y passe, et que tu vas... La méditation, c'est encore une fois de pouvoir arrêter ton esprit. Et là, dans la souhaite, dans ce qu'on est, ça va être un peu pareil. C'est de rester dans le noir. Le fait qu'on soit complètement dans le noir, c'est effectivement s'intérioriser, aller à l'intérieur de toi, aller dans les profondeurs de ton être et de sentir ce qui s'y passe, quoi, de laisser ouvrir et de sentir effectivement là les énergies qui vont circuler, qu'on va appeler à l'intérieur pour circuler et en fonction
de chacun. Quand on met les pierres, on met une intention, on met une prière. Donc c'est tout ça qui va venir circuler à l'intérieur, quoi. D'accord. Parce qu'on est tous interreliés. Et je dirais que, on va dire, les humains, mais les humains avec les animaux, avec la nature. Donc à partir du moment où... Pour toi, c'est une réalité tangible. Voilà, à partir du moment où on est tous interreliés, si tu fais attention, comme tu disais, tu écoutes ton voisin, là ce que tu es en train de me faire, interviewer, si tu écoutes ton voisin, tu sais très bien les difficultés qu'il peut avoir, les facilités, etc., quoi. Et voilà, pour moi, c'est... tu es homme-feu. Mm. C'est intéressant pour un mec qui travaille, entre guillemets, dans le domaine nucléaire, le feu atomique, voilà, et là, c'est sous une autre forme. Il y a peut-être des personnes qui, en t'écoutant, vont se dire, mais attends, qu'est-ce que fait ce mec-là à travailler dans le domaine de la physique nucléaire et pourquoi est-ce qu'il ne se barre pas de ce domaine-là alors que c'est des gens, comme tu l'as dit peut-être à un moment donné, qui avec le temps deviennent peut-être plus ou moins fermés, quoi qu'il y ait des exceptions, il y a des mecs comme toi, tu vois, voilà, donc, et puis c'est aussi via cette femme que tu as rencontrée. Cette femme, pareil, voilà. Et à la rigueur, je dirais tant mieux. Peut-être qu'il y a des choses qui sont diffusées sans que vous le Tout sachiez, voilà. qui permettent de soulager quelque chose. Ce que je veux dire, c'est qu'il pourrait y avoir une incohérence. Au regard de certains, dire comment on peut avoir cet amour de la vie, de la nature, de faire ce genre d'expérience et de contribuer à... ça, je dis ça pour tous ceux qui sont en colère, de contribuer à tous ceux qui aimeraient voir demain le nucléaire disparaître parce que les déchets, etc. C'est vrai que là, je dirais de plus en plus, je dirais plus... dans un premier temps, le boulot, je l'ai pris parce que ça m'intéressait, il faut gagner sa vie, et que maintenant, c'est plus, on va dire, un travail alimentaire plutôt qu'une recherche, on va dire, de reconnaissance dans le domaine, quoi. Maintenant, voilà, c'est plus alimentaire et je continue là-dedans et je trouve un équilibre ailleurs qu'effectivement dans celui-là, quoi. Alors pourquoi ne la lâches-tu pas? Parce que je suis bientôt à la retraite. Ah oui, voilà, tout simplement. Je reviens sur le lien qu'il y a avec le feu, le feu nucléaire ou le feu. Bon, j'imagine que tu as déjà eu l'occasion de faire un barbecue. Bon, qu'est-ce qu'être homme-feu? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on allume le feu? Pourquoi on l'allume comme ça et pas autrement? La différence avec le fait de faire un barbecue. Encore une fois, c'est différent. Comme j'emploie toujours le terme communion, tu fais partie de ce feu. Le bois que tu mets qui va alimenter ces flammes, tu le mets mais en le respectant, quoi, parce que c'est ce bois qui va permettre de chauffer les pierres que tu vas rentrer, mais en même temps il a fallu le couper, mais avant il a vécu, avant il a grandi, et tu l'allumes justement en respectant ça et en faisant, après voilà, je dirais même, on va rejoindre là une partie des pompiers qui te disent que le feu c'est quelque chose de effectivement vivant et qu'il faut que tu vois et qui respire, qui bouge, et que plus tu en prends conscience, plus tu sais comment il va réagir et pouvoir mettre du bois là et pas le mettre là, parce que là tu sais que il ne brûlera pas, il faudra que tu le mettes là, il n'y a qu'une fois que tu auras mis là que là tu pourras le mettre en face, etc. Encore une fois, c'est un apprentissage, c'est à force de voir les choses. Tu nous disais que que le feu, le retour de flamme, qu'est-ce que ça implique? La différence avec un barbecue, par exemple. Parce que potentiellement, c'est la même chose. L'intention de ton barbecue, c'est de faire griller de la viande, de faire du manger. Oui. Là, l'intention dans un feu pour les pierres, c'est effectivement, on va dire, de purifier ton corps, ton être. Donc c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Et en même temps, on ne se met pas dessus les pierres non plus. On reste à proximité. C'est la chaleur, effectivement, qui va venir nous aider à s'ouvrir, justement,
on peut dire sur les deux sens du terme. C'est-à-dire que la chaleur, on sait très bien que la chaleur dilate les pores du corps. Donc du coup, ça va permettre de s'ouvrir, d'ouvrir, de laisser éliminer les toxines du corps à travers les pores de la peau, mais en même temps d'ouvrir effectivement ton être. Les portes de la perception. Voilà. Et alors, est-ce que j'allais dire, est-ce que c'est réel? Si je dis ça, c'est parce que bon nombre de personnes chacun. peuvent faire. Bah oui, chacun c'est différent. Il y a, tu sais, la consommation spirituelle, hein, de vouloir faire toutes sortes de stages, etc. Et puis potentiellement là aussi de faire une sweat lodge. Ah ouais, c'était cool ce hammam, j'ai bien transpiré. Voilà ça, oui. Bon, et c'est tout, quoi, pas plus. Maintenant, il y a plusieurs portes. Et chaque porte correspond à quelque chose. Là aussi, il y a une montée en puissance dans la manière dont tu vas aborder ton être, à travers le corps, le mental, les émotions, qui correspondent là aussi à l'énergie de la terre, de l'eau, de l'air. Donc, comment est-ce que pour toi, il est essentiel d'aborder une sweat lodge? Parce qu'encore une fois, dans cette notion de consommation à tout va du spirituel, quelle serait la meilleure manière d'aborder quelque chose que l'on ne comprend pas forcément de prime abord? Déjà dans le prime abord, c'est effectivement y aller sans vouloir obtenir quelque chose. C'est effectivement y aller et puis... Passer du bon temps? À la rigueur, passer du bon temps et voir ce qui se passe. Ressentir ton corps, être à l'écoute de son corps, quoi. Et déjà, est-ce que tu supportes, je dirais, cette chaleur parce que je dirais bien souvent, je dirais même moi, hein, la première que j'ai faite, c'est à mourir de rire, quoi. Parce que première porte, tu fermes, tu es dans le noir, bon, ok, il fait chaud, commence à mettre de l'eau, ça chauffe, et puis là, t'entends le chaman qui commence à chanter, puis toi, tu es là, en apnée, parce que putain, il fait chaud, mais je veux jamais tenir. Puis t'aperçois comme, bah si lui il chante, forcément tu peux chanter, tu peux respirer, quoi. Mais c'est marrant, l'imitation qu'on se donne. Oui, voilà ça. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut y aller, et tu sais pas ce qui va se passer, quoi. T'en as, ils vont sortir, ils vont être bien, d'autres ils vont être moins bien, parce que ils ont vécu, il y a des choses qui s'est passé à l'intérieur, quoi. C'est différent pour chacun, quoi. Dans quelle mesure est-ce que ça nous permet de mieux comprendre qui on est, de faire une sweat lodge? Pour moi, c'est pas... Enfin, si, ça va être comprendre qui on est, mais c'est plus dans le temps. T'auras pas de réponse... Enfin, pour moi, tu n'auras pas systématiquement de réponse immédiate. C'est... Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple Te concernant? Oui, ou une image, je dirais... Je peux par exemple te poser... C'est comme si, je sais pas, enfin, mettons, dans ta maison, t'as plein de poussière, c'est le bordel, etc. Tu te décides de ranger, de faire le ménage, etc. Le premier temps, ça va être sympa, tu vas trouver que c'est joli, mais peut-être qu'à force de vivre, tu vas t'apercevoir, ah bah oui, c'est mieux, c'est rangé, là c'est bien, je peux passer, je peux circuler, avant je pouvais pas. Donc du coup, c'est un peu après. C'est de laisser faire les choses, quoi. C'est pour ça que je dis ne pas rentrer en disant en gros je veux ça ou non. Tu rentres, tu sais pas ce qui va se passer. Voilà, tu y vas et tu verras après ce qui se passera. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie ou pas? Tout le monde ne peut pas prétendre à être homme-feu. Et c'est une initiation, c'est un honneur que d'être homme-feu. Tu peux nous expliquer pourquoi ce rapport au feu est tellement important et pourquoi quelqu'un qui s'intéresserait au chamanisme n'est pas forcément apte à pouvoir danser avec le feu, j'allais dire. Oui, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme tu dis, quoi, danser avec le feu, quoi. C'est c'est le rapport que tu as justement avec ce feu, parce qu'il peut te brûler à tout moment, à tout instant, quoi. Et qu'en même temps, quand tu viens chercher les pierres,
tu viens les chercher donc avec une fourche pour les passer. Voilà, il faut faire attention de toi-même ne pas te blesser. Quand tu la passes, de ne pas blesser à l'intérieur. Et en gros, c'est presque, je dirais, enfin, j'ai encore le respect de la pierre que tu es en train de passer, quoi. Si tu l'amènes et tu prends le temps, mais voilà, il faut ressentir. Et les pierres, tu vas pas non plus prendre tout de suite, voilà, la première qu'elle a. Faut, en fonction du feu, t'en as, tu vas les prendre là, d'autres tu vas les prendre là. C'est à force, pareil, d'observation, à force de pratiquer que tu vas passer les pierres plus ou moins, quoi. On t'a proposé d'être homme-feu? Oui, T'as pas demandé? non. C'était pas. Non. Eh bien, d'après toi. Et j'étais même surpris qu'on me le demande, quoi. Et pourquoi, d'après toi? Je pense que le chaman a vu effectivement les choses en moi, quoi, et la capacité de le faire, quoi. Et que là maintenant je m'oriente tout doucement aussi à même guider, à guider les souhaits, quoi. Ah ouais, c'est vraiment les choses petit à petit et rentrer dans cette, j'allais dire, cohérence avec le monde extérieur et intérieur. Et intérieur. Lorsque tu développes comme ça ces différents mondes entre justement ton travail qui est aujourd'hui alimentaire, cette ouverture que tu as vers le chamanisme et de l'autre côté le yoga, on voit les différents ponts qui peuvent se faire, justement, tout est d'énergie, bon, là ça prend d'autant plus sa réalité. Comment est-ce que aujourd'hui tu peux t'ouvrir à, j'allais dire, d'un point de vue social, à travers justement ces différentes casquettes qui peuvent être rejetées selon les univers d'ailleurs, hein. Les fous de yoga pour dire bah, attends, qu'est-ce qu'il fait celui-là, il est chaman, c'est n'importe quoi. Et puis qu'importe la sphère dans laquelle tu peux s'aventurer, il y a toujours peut-être plus ou moins des dogmes qui sont là et qui n'envisagent pas d'autres réalités ou d'autres manières d'aborder la réalité. Comment tu t'envisages justement cette réunion de tous ces mondes, tous ces univers dans ton rapport aux autres? Je dirais que ça va être en fonction des personnes que j'ai, quoi. Je dirais quand je donne mes cours de yoga, j'essaye de les amener, on va dire tout doucement, pas forcément vers le chamanisme, mais de les faire ressentir des choses. Et même dans les cours, quoi, quand je viens, je ressens ce qui se passe dans la pièce, pratiquement chaque élève qui est là, et je vais faire le cours en fonction de ce que je ressens, ce qui se passe, quoi. Et bien souvent, je vais aller voir une personne en lui demandant qu'est-ce qu'elle a là, parce que je sens qu'il y a des blocages et des choses qui ne vont pas. Et des fois, j'essaye de leur parler, de leur dire bah tiens, viens peut-être essayer une souhaite, voir. Et je ne vais pas non plus proposer ça à tout le monde, quoi. C'est en fonction des personnes, parce qu'il y en a, je sais qu'elles sont, enfin je sais, c'est un peu, je sens du moins qu'elles peuvent être ouvertes, qu'elles peuvent être intéressées par cette approche, et que effectivement ça peut être bénéfique pour eux, quoi. Alors, j'aimerais saisir un peu plus précisément. Tu pourrais très bien, par exemple, rester dans la sphère du chamanisme et pousser un peu plus, décortiquer, hein, comme tu aimes le faire, et aller au bout du bout dans cet art d'aborder la vie, au même titre que tu pourrais ou tu aurais pu choisir juste le yoga et puis faire ça à 200%, à fond, et construire ta vie dessus. Alors il y a ces fameux ponts, mais qu'est-ce que t'apporte l'un plus que l'autre? Pourquoi avoir cette diversité finalement? Pourquoi cette diversité? Je dirais que c'est pas tout à fait la même chose. Je dirais que c'est une façon j'allais dire, de travailler ton corps. C'est une façon de ressentir les choses autrement, quoi. Et d'aller expérimenter. Je dirais là, ça fait depuis un moment aussi où j'ai commencé les respirations holotropiques.
Et pareil, c'est une autre approche, c'est un truc, on va chercher encore des, des mémoires qui sont encore bloquées d'une façon différente, mais il y a toujours la respiration, quoi. La respiration, comme dans le yoga, comme dans le chamanisme, il faut respirer, quoi. C'est toujours une circulation énergétique d'une autre façon, sans psychotrope, toujours naturel. Et voilà, quoi. Justement, puisque tu parles des psychotropes, j'y reviens. Est-ce que tu n'as pas eu le souhait, le désir d'expérimenter justement à travers les voyages que tu as pu faire dans les pays où c'est permis de le faire, avec justement des chamans qui sont, j'allais dire, Oui, compétents dans le domaine oui, je dirais, de temps en temps, je dirais, c'est comme si j'avais une petite voix qui me dit est-ce que je peux essayer, quoi. Mais en même temps, je dirais que alors, c'est encore une fois un peu un but de ma personne de dire que je sais, mais on va dire que même dans les médicaments, hein, si on parle de médicaments classiques, hein, toutes les dents, enfin, j'allais dire, j'ai employé le mot drogue sur les médicaments des personnes qui sont en dépression, qui ont du mal, ont du mal-être, etc. Quand on va leur filer des trucs, et en fin de compte, on sait très bien que, l'énergie de ces médicaments fait que simplement la partie sensible ou la partie émotionnelle de l'être se retrouve à l'extérieur du corps, et que du coup la personne n'a plus contact avec cette partie. Donc du coup la personne, entre guillemets, ça va être un zombie. Donc du coup, ah bon, c'est bien, voilà, il est bien, il est calmé. Oui, mais non, il n'a plus accès à une partie de son corps, quoi. Donc c'est hallucinant, quoi. On les met, et c'est plus des individus. Alors après, c'est vrai que j'ai pas essayé encore, quand tu dis d'ayahuasca, un truc comme ça, mais je pense qu'après, voilà, c'est aussi peut-être une partie facile d'aller chercher autre chose, et que je dirais, là, soit ça peut devenir justement une drogue où tu en as besoin, mais en même temps, tu sais pas comment y accéder naturellement, quoi. Alors que l'autre partie, c'est que tu es conscient, tu sais ce que tu fais, tu sais que tu vas y arriver ou tu sais que tu vas pas y arriver, mais c'est toi qui es le maître. C'est toi qui es maître de ce que tu fais, tes énergies. C'est pas le truc qui fait qui va t'emmener, et puis après, oh là, putain, tu laisses faire un peu le bordel, quoi. Parce qu'il y a, alors, tu dis, tu laisses faire. Il y a un chaman qui est là, qui joue comme Oui. dans les Sweats le rôle de guide Oui. dans les différents. Oui, avec la prise de psychotropes. D'accord. Mais je dis psychotropes, ça c'est dans un langage occidental. Pour eux, dans leur pays, au Pérou, c'est des plantes qui sont patrimoine de leur pays, qui sont protégées. Et on parle de plantes sacrées. Ouais. Ou chez le Bouti, au Gabon, on va parler du bois sacré. Donc, en plus, c'est des plantes, et tu mentionnais tout à l'heure que c'était vivant. Voilà, mais justement, c'est leur culture. Leur culture, c'est effectivement de vivre avec, de faire ça. Ça fait partie de leur vie, quoi. Nous, on vient d'un autre monde, si on peut dire. Bon, après, voilà, est-ce que tu es en accord avec ça ou pas? Et est-ce que tu es capable d'aller rechercher, ou est-ce qu'il va falloir tout le temps que tu ailles chercher quelque chose ailleurs, quoi? Et en même temps, les Sweats, ça vient d'ailleurs. Oui, mais il n'y a pas de... pour moi, de psychotrope dans ce qu'on fait. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de psychotrope dans ce qu'on fait. Ouais. Ah ouais. C'est plus naturel. Il y a une Oui, plante. oui, je sais bien. Mais non, mais tu parlais barrière, bien sûr, c'est une barrière très fine. Ouais. Je suis d'accord. Peut-être que si je peux traduire ta pensée, si tout est vivant, faire appel à des plantes maîtresses, c'est comme ça qu'elles s'appellent, avec donc étant des entités fortes, où l'esprit de la plante étant très forte, et qu'elle t'aide, certes, elle t'accompagne dans une certaine mesure, mais ce que peut-être tu es en train de dire, c'est que cette dernière, tu lui donnes ton pouvoir en tant qu'individu. Oui. Alors que dans une Sweat, c'est finalement une combinaison
extérieur entre le bois, le feu, les pierres, l'eau, qui reste à l'extérieur, si je puis dire, et en même temps qui t'emmène ou qui t'accompagne via le chaman aussi, mais où c'est toi qui... Mais c'est toi quand même, si tu as envie de sortir, tu sors, quoi. Tu es capable d'arrêter à n'importe quel moment, quoi. Alors que je pense que si tu as une drogue, le cheminement tira jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'elle ait fini de faire son effet, quoi. Là, tu peux arrêter n'importe quand, entre guillemets. Le chaman te laisserait sortir? Faut poser la question. Parce que quand on est justement dans le noir, le rôle du chaman dans cette histoire, quand tu parles des chants la première fois à l'intérieur de la Souhaite, pourquoi les chants, pourquoi le tambour et son rôle à lui Pour faire vibrer, justement, pour faire circuler l'énergie, pour on va dire, soit harmoniser ou faire changer le niveau énergétique à l'intérieur. Et si c'est à l'intérieur, ça va aussi venir te toucher et venir te bouger, quoi. Donc on peut dire qu'un chaman est suffisamment sensible à la circulation des énergies et la manière dont on peut communiquer avec elle pour savoir pour chaque participant où ce dernier se trouve dans ses propres mondes intérieurs. On peut dire ça comme ça. Donc il y a vraiment la notion de chaman guérisseur, si on peut dire ça. Alors, en employant les termes, aujourd'hui il ne faut pas dire guérisseur, c'est les médecins qui guérissent. Mais si je l'emploie, c'est à travers la vision telle que les traditions les consacrent. J'entends très bien ce monde, et quand je dis j'entends très bien, peut-être aussi prétentieux de ma part, mais je comprends en tout cas la manière peut-être de fonctionner et comment ce dernier agit en nous sans qu'on ait besoin forcément d'avoir des réponses. Et si je dis ça, il y a quelque chose qui est assez frappant dans le chamanisme et à travers les souhaits ou peut-être d'autres expériences que tu as pu faire, c'est que le chaman ne parle pas, il n'explique pas. Et que nous, en tant qu'occidentaux, quand on fait ce genre d'expérience, on est là, il se passe la sudation, on est dans le noir, mais on ne te dit pas, concentre-toi sur tes sensations, il y a des chants, il y a de la musique éventuellement, mais on ne dit pas pourquoi, est-ce qu'on est là pour s'amuser comme des gamins, enfin... donc, ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu vois justement cet écart entre une vision indigène, où les choses sont comprises d'un point de vue culturel, où tu n'as pas besoin justement d'expliquer par le mental, puisque ça fait partie de la culture, et puis nous, occidentaux, qui vivons ce genre de pratique, mais qui ont la plupart du temps ce mental. Alors, comment tu perçois un peu ces deux éléments-là au regard de ton expérience ? Je dirais sur le plan chamanique, effectivement, comme tu dis, il n'y a pas besoin d'expliquer. On est effectivement dans le ressenti. Je vais retrouver ça, moi, avec le yoga, où effectivement, c'est dans le ressenti du corps. Et après, pourquoi, effectivement, occidentaux, on a besoin tout le temps de mettre des mots, d'expliquer. Est-ce que c'est je dirais, la religion catholique qui veut ça, qui nous a un peu mis des mots tout le temps, expliqué les choses? Je ne sais pas si ça vient de là, mais sinon c'est vrai que tout le reste, c'est effectivement... Est-ce que toi, tu as eu besoin de comprendre, de saisir ce qui se passait? Dans un premier temps, non. Après, oui, de confirmer justement ce que je ressentais, ce que je vivais. Après, effectivement, en posant des questions, en allant voir effectivement le chaman, en lui disant ce que je vivais, ce qui se passait, quoi. D'accord, mais de prime abord, le cadre, ce qui se passait, tu ne posais pas de questions? Non, ça ne me posait pas de questions. Non. D'accord. Alors, par exemple, il y a des cérémonies où il s'agit de traverser des braises ardentes. Tu as eu l'occasion d'en faire une ou plusieurs? Une. Notamment, tu es parti avec ton fils, auquel cas... Ce qui est intéressant, alors bon, je te laisse raconter l'histoire, je trouve qu'elle est assez équivoque. Disons qu'effectivement, on m'a proposé justement quelqu'un qui faisait des souhaits aussi avec nous, et qui organisait effectivement une marche sur le feu, donc sur les braises,
Donc avant, on avait toute une préparation où on commençait même on va dire, à casser des morceaux de bois avec le tranchant de la main. Après, ça a été même marcher sur des bouts de verre. Donc on casse plein de bouts de verre par terre, marcher dessus pieds nus, quoi. Ouais, avec les pieds plats. Donc avec les voilà, c'est pas évident. Et donc là, je m'étais dit, oh là, heureusement que je viens avec mon fils, parce que là, s'il y en a un des deux qui se coupe, peut-être qu'on pourra au moins rentrer en bagnole, parce qu'on était quand même dans le sud de la France, quoi. Et après, au moment de marcher sur les braises, c'est vrai que là, c'est assez surprenant, quoi. Et là, je dirais, c'est encore une fois, c'est notre côté mental qui fait qu'on n'arrête pas de cogiter, de tout le temps réfléchir à ce qui peut passer, ce qu'on nous a appris. Bah, du verre ça coupe, du verre ça coupe, ça du brûle. feu ça brûle, etc. Et de là, le fait d'expérimenter, tu marches dessus. Alors évidemment, tu marches pas. Il y a une préparation, c'est quoi le Non, truc? il n'y a pas de préparation. Simplement, si tu sens l'envie de le faire, tu le fais. Si tu sens pas, tu fais pas. Mais c'est de poser ton pied, on va dire délicatement, de poser ton pied dessus, quoi. Pas poser ton pied non plus comme un bourrin, machin, où il y aller tout doucement. Et l'appréhension et la peur, elle est où là-dedans? Bah, l'appréhension, ça va être effectivement plus dans ta tête, effectivement, de risquer de te couper. Mais si tu enlèves tout ce qu'on t'a appris, si tu coupes tout ça en faisant ce que la personne nous fait voir, en disant tu poses ton pied comme ça, tu poses l'autre comme ça, tu marches sans t'arrêter, tu marches même en marche arrière, tu te coupes pas. Et c'est vrai qu'on ne s'est pas coupé. Et quand on marche sur le feu, quand on marche sur les braises, c'est pareil, quoi. On tourne autour du feu, enfin des braises, et quand tu sens, quand tu as envie d'y aller, tu y vas. Mais il ne faut pas d'hésitation. Tu y vas, tu poses ton pied après l'autre, tac, 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 et tu marches, et ça déroule. Alors qu'est-ce que ça te montre, toi, sur le fonctionnement de l'être humain, Simplement le conditionnement, quoi. On nous a conditionnés depuis tout petit en disant le verre ça coupe, le feu ça brûle, après on va dire l'eau, et que tout n'est que conditionnement et apprentissage. Si tu apprends que justement tu peux marcher sur les... Mais dans certaines circonstances, apparemment. Dans certaines circonstances, oui, effectivement. Il faut être à l'écoute de soi, encore une fois, on revient encore une fois au corps. Voilà. Et surtout, ne pas croire, la penser. Ne pas penser, en fait. C'est vraiment couper son mental, quoi. Je dirais, là, tu vas rejoindre après le yoga, où justement, soit dans la méditation, dans un truc, c'est le mental, il faut l'arrêter. Ce mental, c'est ce qui nous fout le bordel, quoi. Il s'arrête pas de pédaler tout le temps, et de si je fais ci, si je fais ça, penser à l'autre, penser à ça. Non, vis le truc, et après, tu vois ce qui se passe, quoi. Et c'est vrai que c'est surprenant, quoi. Alors le yoga, bon, tu l'enseignes aujourd'hui, tu as été jusqu'à devenir titulaire, prof. Pourquoi avoir voulu aller jusqu'à justement la maîtrise, si je puis dire, pour l'enseigner? Là encore une fois, ça a été un hasard, si on peut dire. C'est-à-dire qu'à l'époque, donc, je faisais du yoga, ça fait 30 ans que je fais du yoga. Je construisais ma maison, et donc là j'étais sur la charpente, je plantais des clous, avec mes enfants, pareil, planter des clous. Puis au moment, tendinite au coude, je peux plus, un coude qui me fait mal, horriblement mal. Et je me dis, il faut que je trouve effectivement quelqu'un qui fait de l'acupuncture pour m'arrêter ça, quoi. Donc du coup, je prends le bottin, et puis je cherche comme ça, je regarde. Allez, tac, j'appelle, je pense à là, j'appelle, je prends rendez-vous, je vais la voir, une femme. Et puis, elle me fait des aiguilles, elle me plante, et puis elle me dit, ouais, ça serait bien que tu arrêtes. Je dis, ouais, c'est gentil, je voudrais arrêter, je vais arrêter quand la charpente sera terminée, j'arrêterai pas avant, quoi. Et le seul truc que je veux, voilà, c'est que tu me calmes la douleur jusqu'à temps que j'ai fini. Et après, effectivement, je vais arrêter les travaux. Puis tout en faisant les soins, etc., j'ai dû la voir 2 ou 3 fois. Puis elle me dit, mais voilà, je lui disais que je faisais du yoga, bon. Puis elle me dit, mais ça te dirait d'enseigner? Je dis, pourquoi pas? Elle me dit, si tu veux, mercredi prochain, tu viens. Et puis, tu fais la moitié du cours avec moi. Donc, ouf. Parce qu'elle-même enseignait le yoga? Elle-même enseignait le yoga. Elle faisait de l'acupuncture, elle était prof de yoga aussi. Je dis ok, je suis venu et puis voilà, on a fait pareil. Elle t'a expliqué pourquoi tu avais fait cette proposition? Après oui, elle m'a expliqué parce que
Elle, son but, c'était d'aller en province. Donc du coup, ce qu'elle voulait, c'était Un remplaçant. un remplaçant, mais donner ses cours à quelqu'un qu'elle sentait, enfin, moi, qui lui plaisait sur le. Et du coup, donc on a commencé à le faire alternativement dans le même cours. Qu'est-ce que tu crois qui t'a plu, enfin, qui lui a plu chez toi, par rapport au fait que tu puisses enseigner? Je pense peut-être ma façon de parler, et surtout parler du ressenti du corps, quoi. Parce que quand elle me plantait les aiguilles, c'est pareil, je lui disais, tiens, là ça s'arrête, là ça va là, ou elle me plantait une autre, ah là tu es en train d'agir là, sur le foie, sur le rein, sur les trucs, quoi. Donc du coup, je pense que c'est ça, peut-être qui l'a interpellé en lui disant que. Et que je lui disais, voilà, ça faisait 28 ans que je faisais du yoga, donc peut-être que voilà, ça me dit. D'accord, ah oui, 28 ans avant que quelqu'un te Avant, propose, ouais. C'est même pas toi qui as décidé Non, encore une fois. non. Et maintenant, le fait que tu l'enseignes, impression? Impression, au départ, ça fait drôle, parce que tu te mets dans une place différente de ce que tu as l'habitude. Et je dirais maintenant, je trouve ça super, intéressant en même temps, parce que du coup, je suis toujours sur le ressenti, mais différemment. Parce que là, du coup, il faut que je ressente l'énergie qui se passe dans la salle, l'énergie des élèves. S'il y en a un qui va pas bien, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qui va pas, et proposer des postures pendant le cours qui correspondent aux élèves qui viennent à ce moment-là. Donc après, il y en a des fois qui viennent me voir directement en début de cours en me disant j'ai mal au cou, j'ai mal au dos. Donc là, effectivement, c'est clair. Si on me dit rien, je fais le tour et puis voilà, après je fais les trucs. Et t'en as des fois qui me disent j'avais pas envie de venir, j'étais fatigué ou j'avais mal là. Et puis il dit là, maintenant je suis super bien. Je dis c'est bien, il faut continuer. Mais voilà, faut pas hésiter, même quand vous allez pas bien ou quand le moral est pas bien, c'est de venir pour effectivement faire un cours, quoi. Une petite histoire, Philippe, concernant Lisieux. Je la connais pas, hein, je connais juste là, mais la manière dont tu as exprimé à travers les quelques mots, j'ai trouvé ça, voilà, ça m'a interpellé donc. Donc Lisieux, ouais, c'était c'était un moment où justement, donc ma religion catholique du départ à la casquette, ça faisait depuis un moment. Donc je m'étais effectivement orienté vers l'hindouisme, vers le bouddhisme et tous ces trucs-là. Et je me trouvais donc avec une femme avec qui je vivais à ce moment-là. Et puis on décide, voilà, j'aimais bien déjà à l'époque, j'aimais bien les cathédrales. Enfin, c'était peut-être le moment où je retrouvais, où je croisais sur mes chemins des prêtres exorciseurs. Donc du coup, ça m'avait commencé à dire, tiens, pourquoi je ne retournerais pas un peu plus? Donc retourner faire un tour dans les cathédrales, donc style la cathédrale de Chartres, Amiens, faire les labyrinthes, sentir l'énergie qui se passait à l'intérieur. Et pour toi, tu valides, il se passe ce genre de... Ouais. Après, énergétiquement, des fois, il y en a un petit peu moins parce que justement, il y a tellement de monde. Les messes sont faites aussi différents. Donc du coup, ça change un petit peu. Mais il y a quand même toujours la base qui est là, quoi. Et là, donc, dit tiens, Lisieux, je connais pas, on va y aller, on va à Lisieux. On rentre effectivement dans le monastère, mais non, c'est pas un mausolée. Non, je pourrais pas te dire ce que c'est exactement. J'y suis allé aussi une fois, donc tu as une crypte, voilà, c'est en dehors de la c'est en dehors de la crypte, voilà. Et donc on rentre, et puis on marche, on était côte à côte. On marche, on regarde, donc les vitraux, les machins, à droite à gauche. Puis d'un seul coup, en face de moi, je regarde, t'avais Saint-Jean qui était là, juste devant moi. Je dis, attends, en vitrail? Ah non, devant moi. J'ai dit, attends, je rêve là. Je lui tape avec les coudes. J'ai dit, tu vois en face? Elle me dit quoi, qu'est-ce qu'il y a en face? Je dis, tu vois rien? Elle me dit, non, il y a le mur. Ah je dis, non, moi je t'ai dit que ce que je vois, c'est pas le mur là qui est en face de moi. Alors donc je lui décris. Puis elle me dit, oui, bizarre. J'ai dit, viens, on va avancer. On avance tout doucement. Et ce que je me suis rendu compte au moment quand on était pratiquement arrivé vraiment en face, c'était comme un hologramme en fait. C'est-à-dire que tu avais le vitrail avec, c'était je crois Saint-Jean ou Saint-Pierre qui avait sa crosse et son mouton entre les mains. Et en gros, tu avais le soleil qui venait et ça le mettait devant moi. Mais ce qui était original, la même représentation était devant moi. Donc c'était pas vivant. Ah non, c'était pas vivant. C'était comme un hologramme.
Et le truc était, par contre, impressionnant, c'est qu'il n'y avait que moi qui le voyais. Pourquoi elle ne voyait pas? Ouais. Elle était sur le même plan, dans le même truc, elle ne le voyait pas. Donc j'ai trouvé ça étrange, quoi. Et on a continué, et je suis revenu, il n'était plus là. Enfin, en gros, la vision n'était plus là. Donc là, j'ai dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Voilà, il y a quelque chose. T'as pas eu l'occasion de poser la question à d'autres de tes amis? Non, non. Mais bon, pour moi, il y avait encore un signe, peut-être qu'il fallait que je revienne peut-être un petit peu aussi à cette religion, enfin, pas forcément la religion, mais au moins la croyance, et que entre justement, on va dire, l'hindouisme, le bouddhisme, le catholique, etc., le chamanisme, que ça soit la religion, que tu prennes ce que tu veux comme orientation, comme religion, comme croyance, la base était la même, quoi. On revenait toujours à la même chose, qui est toi, à croire en quelque chose, ton individu. Après, je veux dire, voilà, l'énergie, ça va être le vide, ça va être ouvert à tout changement, à tout ce qui peut se passer, quoi. Mais là, ça m'avait interpellé, quoi. C'est surtout que voilà, moi j'étais persuadé qu'elle le voyait quand je lui décris. Enfin, j'ai dit, ben non, je vois rien. Est-ce que tu continues à avoir des esprits comme tu as pu le voir avec ceux qui étaient dans ta maison? Alors, de temps en temps, ça m'arrive encore. Je pense qu'il y a eu un moment donné aussi où le fait d'en voir, parce que pendant un moment j'en voyais facilement, je pense qu'il y a un moment donné, ça m'a presque un peu fait peur, quoi. Et du coup, le fait d'avoir ce truc-là, ça a un peu coupé. Mais, entre guillemets, je sais qu'il suffit simplement que je retravaille un petit peu, ou même que je me mette dans certaines conditions, respirer, et je sais que ça va revenir, quoi. Mais je dirais pour moi maintenant, c'est plus tellement le but peut-être recherché. Je dirais maintenant, pour moi, c'est plus être à l'écoute, je dirais, des autres, des personnes, pour comprendre un petit peu leurs problématiques, qu'est-ce qu'ils ont, pour aller les aider, les orienter, les diriger vers quelque chose, ou les aider si je peux. Voilà. En même temps, quand tu me fais part de ça, il y a cette notion que tu as eu l'occasion de vivre une NDE, de voir des entités, d'accompagner des mourants. Ça fait faire des sorties, des voyages. Et tu sais non seulement, je dirais, tu connais par l'expérience la réalité de ces autres dimensions, tu sais la potentialité de la joie qui y règne, et tu fais mention de peur. Si tu veux, j'y vois une sorte d'incohérence. Comment il est possible de dire ah ouais, de l'autre côté, pas de problème, et puis de l'autre, d'être sur cette terre, d'avoir effectivement, alors je sais pas si on peut appeler ça des dons, certains diraient d'autres tout simplement des capacités que tout à chacun a et que tu as développées, mais si toi, ici maintenant, tu as ces perceptions, est-ce que c'est pas justement pour aider pleinement? Voilà, effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est un peu ça. Après, le truc qu'il y a, c'est que le fait de voir les entités, je dirais après, ça peut devenir aussi un peu dérangeant de les voir facilement, quoi. Parce que du coup, tu tournes la tête, tac, tu vas voir un truc. Bon, voilà. Donc le fait d'avoir, entre guillemets, je dirais, coupé un peu ça, c'est plus simple, on va dire, à vivre. Après, il suffit simplement de se rebrancher, Ouais, tu peux le faire à volonté, en fait. Voilà, c'est plus facile. Selon les circonstances, ça pourrait être intéressant, ce que tu es en train de dire. D'ailleurs, tu nous avais fait part en début d'émission que concernant la NDE et de ce qui se trouvait derrière le voile, tu avais eu d'autres infos. Alors, donc, ouais. Les autres infos, donc c'est parce que donc là, je dirais, je suis toujours en train, je dirais, de décortiquer ma personne, de comprendre, essayer de comprendre les choses. Donc du coup, c'est ce que j'avais commencé aussi un peu à dire. Voilà, je fais des respirations holotropiques. Là, je fais aussi de la recherche en transgénérationnel, donc en psychogénéalogie. On va faire de la psychophanie. Enfin, je fais pas mal de choses pour essayer de comprendre. Et justement, lors d'une psychophanie,
Pour ceux qui ne connaissent pas. La psychophanie, c'est une méthode qui permet elle a été développée au départ pour les autistes et pour pouvoir pouvoir exprimer, communiquer avec eux et comprendre ce qui se passait, quoi. Et donc là, c'est mis sur un autre plan, c'est la même méthode, hein. Simplement, toi, tu viens avec une question où tu vas poser justement une question à un ancêtre, donc un grand-père, une grand-mère, etc. Et là, en l'occurrence, j'interpellais la grand-mère. Et donc, j'avais plusieurs questions à lui poser. Je pose des questions. Et puis, au moment où je commence à poser des questions, à avoir des réponses, j'ai un flash qui vient. Puis, tiens, que je pense à lui poser la question à la fin. Donc, je lui pose des questions. Puis après, je lui pose comme question. Je lui dis, est-ce que c'était pas toi qui m'attendait quand j'ai fait mon NDE qui était là. Puis de là, elle me répond, bah si, c'était moi. Parce qu'elle dit, donc je suis une grand-mère et une mère, donc je lui dis, j'étais là pour t'accueillir, avec effectivement ton grand-père et puis ton oncle à côté. Mais t'as pas expliqué pourquoi t'es redescendu aussi sec? Ah non, là c'est parce que c'était pas le moment, là. Ouais, et puis c'est intéressant qu'elle n'ait mentionné cela que parce que t'as posé la question. Ben voilà, sinon j'aurais pas posé la question. Mais c'est parce que au moment où je l'interrogeais, je dis, j'ai eu une connexion, il y a un truc, tac, j'ai dit, il faut que je pense. Et voilà, ça aurait pu très bien être quelqu'un d'autre. Voilà, donc en fin de compte, c'est ce que je dis, c'est que la mémoire du corps, de toute manière, c'est aussi un peu, elle, ce qui se passe, quoi. J'ai eu l'occasion avec toi de faire un magnifique voyage à travers ton cheminement, et qui est tout relatif parce que 3 heures d'émission, on peut dire beaucoup de choses, mais on ne dit pas tout. Et en même temps, on n'a pas abordé ton regard sur le monde. Et quand je t'écoute, je trouve qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'empathie, de générosité, de découverte, envie de découvrir, avec déjà des facilités à accueillir ce qui vient. Et dans ce sens-là, avoir toujours ce regard un peu d'enfant qui aime décortiquer et voir comment le moteur est monté. On n'a pas parlé de ton regard sur le monde. Est-ce que ce qu'on vit à l'échelle de l'humanité, ça t'inquiète? Quel est ton regard, ta vision par rapport à tout ça? Est-ce que tu t'y intéresses? Alors oui, je m'y intéresse. Je m'y intéresse parce que je dirais, on va dire en même temps, tout ce qui va être philosophie indienne ou bouddhique te parle justement de réincarnation ou de vie, que on va dire l'Inde ou même le chamanisme, on est là sur cette terre, mais on n'est que de passage. La terre est là depuis des millions d'années, et que je dirais c'est elle qui nous fait vivre des choses par nous, ce qu'on est en train de faire, quoi. Mais du coup, peut-être faire attention de toute manière, elle nous renvoie ce qu'on fait, quoi. Donc si effectivement il y a des endroits où effectivement il y a des guerres, il y a effectivement des trucs qui ne vont pas, c'est peut-être aussi, alors c'est pas se poser systématiquement des questions, mais simplement d'être ouvert à qu'est-ce qui peut se passer et quelle est l'importance de ce que l'homme fait ou de ce qu'il ne fait pas aussi, justement, parce que tu as des peuples ou des civilisations ou des pays qui ont la puissance, qui ont de la connaissance et qui laissent les autres dans la misère, dans la pauvreté. Tout ça par égocentrisme, aussi par profit. Toujours profiter de la misère des autres au lieu de les aider, quoi. Et que du coup, ces trucs-là, la Terre, de toute manière, l'énergie va bouger, que du coup, au bout d'un moment, on va dire, voilà, ça fait des raz-de-marée, ça fait des ouragans, ça fait des trucs pour rattraper, pour équilibrer, quoi. Mais en même temps, c'est vrai que ça serait mieux si tout le monde pouvait vivre effectivement en harmonie, etc., quoi. Mais ça demande un peu de temps. Après, ça demande aussi, on va dire, une ouverture d'esprit aussi de cohabitation, et de savoir que de toute manière, ce qu'on va émettre, donc là je vais rejoindre la philosophie indienne, que la pensée est créatrice,
et que simplement le fait d'avoir une pensée contre quelqu'un va engendrer de toute manière au bout d'un moment quelque chose, un nœud, un miasme qui est là, qui est de la colère, qui est de la révolte, et que de toute manière, si c'est pas quelqu'un qui va l'exprimer, ça va être plus de personnes, quoi. Et du coup, c'est tout un ensemble de choses. Pour ça qu'après, on peut même regarder la Terre par rapport au réseau Hartmann, Telemark et tout, mais autour de la Terre, il y a aussi d'autres réseaux qui sont encore plus grands, avec des grandes cheminées cosmiques, telluriques qui viennent s'agiter, et que tout ça, nous, on n'est que là, des petites particules énergétiques, et qui viennent alimenter ce truc-là. Donc si on est, on va dire, plus être dans l'amour, on va rayonner. Ça va être... Par contre, s'il y a plus de personnes qui sont dans la révolte, dans la colère, dans la haine, ça va plus voilà, et que la Terre et les énergies cosmiques vont de toute manière équilibrer, faire en sorte que ça s'équilibre, quoi. Mais autant essayer de vivre un peu en harmonie, quoi, ça sera mieux. Je pense que c'est un bon mot de la fin, si je puis dire. En tout cas, c'est ton souhait, donc je me joins au tien pour qu'il puisse là aussi se répandre. Un grand merci pour ceux et celles qui nous ont suivis. Je vous rappelle, avec nous ce soir, lapsus, oui, effectivement, nous sommes la nuit, ici et maintenant. Pour vous, peut-être que l'abolition du temps que vous procure Internet vous a permis de passer un bon moment, et c'est ça l'essentiel. Philippe Montlaurent avec nous. Je vous rappelle son email pour le contacter, en savoir plus si vous avez des questions. Philippe Montlaurent @yahoo.fr. Philippe Montlaurent tout attaché, M-O-N-T, et Laurent le prénom, L-A-U-R-E-N-T tout simplement. Philippe Montlaurent @yahoo.fr. Je vous donne rendez-vous le mois prochain avec un autre invité. Philippe, un grand merci pour être venu en transparence nous faire part d'un cheminement qui est le tien, et ça a été un grand plaisir de pouvoir apprendre un peu mieux à te connaître. Merci à toi, Laurent. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous.